Ton grand-père a été déporté pour fait de résistance, pour ses convictions humanistes. Malgré l'annihilation voulue par le système concentrationnaire nazi, l'humain est resté au cœur de ses préoccupations à son retour. Quelles sont ces convictions, au regard de la crise mondiale que nous traversons aujourd'hui, qui te semblent plus importantes à défendre, à rappeler? Les convictions des résistants et de mon grand-père que j'ai envie de rappeler aujourd'hui, c'est le combat pour lutter contre toutes sortes de discriminations. C'est la liberté, la liberté c'est la tolérance. Les résistants se sont battus contre le nazisme qui avait pour idéologie un racisme physique. Euh, ils se prenaient pour le peuple élu, le peuple arien. C'était un racisme antisémite. Enfin, ils n'acceptaient aucune différence en termes d'orientation sexuelle, en termes de maladie mentale. Et, euh, et après le confinement, la crise, elle sera loin d'être terminée. Bien au contraire, on nous annonce une crise économique qu'on n'aurait pas connue depuis 1929. On sait ce qui s'est passé à cette époque, les réactions de repli sur soi qui en ont découlé. Ce repli sur soi qu'on observe malheureusement depuis quelques années, c'est une réelle source d'inquiétude. Et puis au niveau individuel, cette crise fait rejaillir des réactions humaines assez abjectes. Je pense aux dénonciations, aux surveillances, au vol de masques, aux denrées rares et le marché noir qui en a suivi. En fait, on en vient à comprendre le mécanisme humain qui a amené beaucoup de personnes à se comporter de manière ignoble pendant la guerre. Après, je préfère retenir le positif de tout ça. Voir ceux qui préfèrent s'organiser, construire entre eux tous ces gestes, ces chaînes de solidarité qui se mettent en place. Et certains semblent enfin faire connaissance avec le voisin. Il y a beaucoup de créativité. Donc voilà, je préfère retenir le positif. Après, je reviens sur la liberté dont je parlais tout à l'heure. La liberté, c'est aussi la liberté d'expression. Ils se sont battus pour la liberté d'expression. Et cette liberté d'expression concerne évidemment la culture. C'est une part essentielle de l'homme. Elle a été nécessaire à beaucoup de déportés dans les camps. Au péril de leur vie, il y en a beaucoup qui ont besoin de dessiner, d'écrire, de sculpter, d'échanger, de créer. Et même dans un tel environnement, on se rend compte voilà, que la culture est une part essentielle de l'homme. Les nazis cherchaient à déshumaniser les détenus. Et on se rend compte que voilà, pour rester humain, beaucoup se raccrochaient à l'art et à la culture. D'ailleurs, ça me fait un peu penser à la déclaration de Churchill quand on lui a demandé de couper dans le budget de la culture pour l'effort de guerre. Il aurait répondu alors pourquoi nous battons-nous? J'aime bien, je pense que tous ceux qui œuvrent dans la culture aiment bien cette déclaration de Churchill. Mais, donc, face à cette inquiétude dont je parlais tout à l'heure, notre meilleure arme, c'est la culture. La culture, la connaissance, l'éducation qui nous permettent de lutter contre la peur, l'obscurantisme et le repli sur soi. On le constate aujourd'hui en période de confinement. Heureusement qu'il y a les livres, la musique, les films, les séries de fiction, de documentaires. On constate aussi que beaucoup se tournent vers la création, qu'elle soit artistique ou non. Enfin, voilà, pas que les enfants. Après Gazette Dora, tu as écrit un diptyque, Prolongation, sur les coulisses du football, puis Maria et Salazar sur l'immigration portugaise. Tu portes un regard particulier sur des faits de société, sur des moments de notre histoire. Comme si, par tes scénarios, tu nous obligeais à aller plus loin, voir autrement ce que nous croyons connaître. Est-ce que la BD est un engagement pour toi? Est-elle une forme de continuité dans le travail de transmission de ton grand-père? La BD m'accompagne depuis tout petit. Depuis tout petit, je raconte, depuis l'âge de 10 ans, je fais des bandes dessinées.
Les premières, c'était pour mon petit frère, voilà, que je faisais de manière hebdomadaire. Puis petit à petit, en fait, je reprenais les héros de mon enfance, des dessins de mon enfance, et puis je réinventais leurs histoires, et voilà, et je les proposais à mon petit frère. Puis après, j'ai inventé mes propres histoires, et quand j'ai commencé à imaginer certaines histoires dans le but de les publier, mes premiers scénarios, c'était de l'aventure, c'était du fantastique, c'était de la science-fiction. Alors, il y avait déjà du sociétal dedans, mais voilà, c'était ça que je voulais faire. Et c'est la découverte de l'histoire de mon grand-père, de la transmission de ses mémoires de déportation, tous les voyages et les rencontres que j'ai effectuées au début des années 2000 en Allemagne, au sein de l'amicale d'anciens déportés de Dora. Euh, tout ça, ouais, tout ça a eu un gros impact sur moi. Il y avait tout à coup, il n'y avait plus moyen de raconter autre chose. Mes autres projets avaient perdu de l'intérêt à mes yeux et il y avait voilà, cette volonté de raconter Dora, ce camp de concentration oublié, au profit en plus d'une belle, au profit de la belle image des scientifiques américains de la NASA qui, ça m'a supporté. Je rappelle que Cadora les portait travailler sur les fusées V2, les premières fusées modernes, et ce sont des scientifiques allemands, nazis pour la plupart, qui ont ensuite eu de brillantes carrières dans les différents programmes aérospatiaux des pays vainqueurs. On parle quand même des nazis qui ont emmené les Américains sur la Lune. Von Braun, le plus connu de ces scientifiques, c'était une star aux États-Unis. Il était pourtant complètement impliqué dans l'horreur concentrationnaire de Dora. Et voilà, c'est là où avait souffert mon grand-père et ses camarades. Trop d'entre eux y ont laissé leur vie. Et, ça me révoltait. Ce que je voulais aussi raconter, ce qui me tenait à cœur, c'était de parler de la déportation des résistants dans une période dominée au début des années 2000, non, c'est 2010, donc Dora, donc on est déjà, ça fait déjà 15 ans qu'on est dans une période dominée par la mémoire de la Shoah. Et en fait, autant on a eu quand même pas mal de choses produites sur la déportation des résistants durant les premières décennies après la guerre, alors qu'à la même époque, on ne parlait pas du tout de celle des Juifs. À la sortie de la guerre, tout le monde avait été résistant, on ne parlait que d'eux, que de ceux qui étaient rentrés, les politiques ayant des réseaux et des capacités de s'exprimer que la majorité des Juifs n'avaient pas. Eux qui tentaient seulement de survivre, de se reconstruire un foyer. Et en fait, il a fallu attendre les premiers négationnistes pour que la voix des enfants rescapés juifs se fasse entendre plus massivement dans les années 70-80. C'est seulement finalement à cette période qu'on a eu une espèce d'équilibre dans la juste transmission entre les mémoires des déportations des résistants et des juifs. Bon, on est sur deux sujets différents, mais les deux sont liés. L'univers concentrationnaire aurait existé sans la Shoah. Alors pas les chambres à gaz, non, elles n'auraient pas eu, elles n'auraient certainement pas, elles n'auraient pas eu existé sans la Shoah, mais l'univers concentrationnaire, si. Mais depuis le depuis le milieu des années 90, 95 en fait, c'est Chirac, son fameux discours qui reconnaît enfin l'implication de l'État français dans la rafle du Veldiv. Et en fait, depuis, on est dans cette période de surreprésentation de la Shoah qui pose un réel problème. Pour moi, c'est vraiment le grand défi des historiens à l'avenir de rééquilibrer tout ça. C'est très sensible comme sujet, la persécution des Juifs étant malheureusement toujours d'actualité, c'est très sensible. Mais moi, je vois toujours plus de gens en festival, dans les salons de BD, qui malheureusement montrent que tout ça est très très mal est très mal enfin c'est pas les gens ne l'ont pas acquis quoi. Beaucoup de gens par exemple quand je présente rapidement ma bande dessinée
pense que mon grand-père était juif. Ou quand ils voient, quand ils pensent qu'à Dora, je leur explique que Dora est un camp de concentration parce que beaucoup ne connaissent pas Dora. Ils pensent forcément qu'il y avait une chambre à gaz à Dora. Si c'était un camp de concentration, il y avait une chambre à gaz. En fait c'est Auschwitz et, son statut de camp mixte crée beaucoup de troubles. Auschwitz qui est extrêmement important dans la production culturelle, évidemment de par son importance, de par sa taille. Et, mais c'est un camp mixte, c'est un camp et du coup ça crée beaucoup de troubles. Beaucoup ne connaissent l'univers concentrationnaire qu'à travers le complexe d'Auschwitz-Birkenau. Et, et finalement beaucoup ont du mal à faire la part des choses entre les différentes déportations. Tout ça pour dire qu'il y avait nécessité, à mes yeux, de raconter la déportation des résistants. Et, faire ce bouquin avec tout ce que cela comporte, les rencontres, le public, les témoignages, tout ça, ça m'a amené vraiment à changer d'état d'esprit, à raconter des choses qui me tiennent à cœur, qui ont un sens. Voilà, raconter ses passions, ses révoltes, ses inspirations, c'est comme ça que je vois le métier plus autrement. J'ai rangé mes envies de western, de space opéra. En fait, ouais, non, j'ai plus la force de consacrer le temps à un tel projet. C'est 2 ans minimum pour réaliser des bouquins comme je le fais. Donc il faut être convaincu par l'intérêt de son projet, par sa crédibilité. Mais heureusement, plein d'auteurs sont capables de nous balader dans leurs univers à eux, dans des univers fantastiques. Mais voilà, donc là, parler de la société d'hier et d'aujourd'hui, c'est ça qui m'intéresse. Et tous ces voyages, ces rencontres dont je parlais, que j'ai réalisées avec mon grand-père, je les raconte actuellement sous forme de chroniques dessinées sur un site qui s'appelle ernestmag.fr. J'ai raconté auparavant diverses anecdotes, j'ai raconté un séjour en Arabie Saoudite, et donc là depuis novembre dernier, je raconte la genèse de ma BD Casette de Rat au rythme d'un épisode par mois. Les auteurs étaient avant le coronavirus en plein débat social avec le gouvernement. Les auteurs de BD plus particulièrement du fait du projecteur donné par l'annonce de 2020 année de la BD par le ministère de la Culture. Vos rencontres sont annulées, vos projets éditoriaux repoussés, les librairies fermées, donc le compteur des ventes au plus bas. La crise financière qui va suivre la crise sanitaire aura des conséquences terribles pour tous, vous y compris. L'histoire nous a montré que les crises financières ont conduit les populations vers des choix terribles, notamment après la crise de 29. Pensez-vous que cela va changer votre mode de travail ? Quelles sont vos craintes ? Ouais, la crise financière, évidemment, va toucher la culture, va toucher et va nous toucher, nous les auteurs plus particulièrement. On est nombreux à vivre de nos revenus, évidemment liés aux droits d'auteur, mais aussi à des rencontres qu'on réalise en milieu scolaire ou dans des lieux culturels. Et on est nombreux à avoir été privés de revenus pendant cette période de confinement. Il y a beaucoup d'événements qui ont été annulés. Et puis les ventes de nos bouquins qui sont évidemment quasi à l'arrêt du fait des fermetures des libraires. C'est déjà compliqué. C'était déjà compliqué pour les auteurs. Le gouvernement avait lancé cette année, donc l'année de la BD, pour différentes raisons, pour sensibiliser le public, mais aussi pour trouver des solutions. J'ai peur que tout ça ne soit plus si prioritaire. Je sais pas. C'est le flou, c'est encore plus qu'avant. Donc, de toute façon, comme d'habitude, certains vont souffrir plus que d'autres.
On va voir, c'est assez flou. Dans le milieu éditorial, il y a déjà des répercussions. Beaucoup de titres qui devaient paraître en avril, les mai sont reportés. Il va y avoir un embouteillage dans les librairies à l'automne, alors qu'il existait déjà une surproduction en BD. Donc c'est assez flou. Moi personnellement, voilà, sur certains projets, il y a un peu de flou du coup. On va voir. On va voir. Après, de toute façon, la culture a son rôle à jouer dans cette crise. Alors non pas de lanceur d'alerte, mais plus de... C'est surtout un moyen de réflexion quoi, face à l'actualité. Alors voilà, elle permet un recul sur une situation, que ce soit les auteurs dans leurs œuvres à venir, mais aussi, mais aussi les médiateurs culturels en médiathèque ou autres, voilà, qui peuvent faire ce parallèle avec la crise de 29 en utilisant des œuvres déjà existantes sur 39-45 et les autres crises de l'histoire. Donc il y a, enfin, ça, il y a pas mal de choses qui vont être intéressantes à observer, que ce soit la production culturelle, mais aussi l'utilisation qu'on va faire de ces œuvres déjà existantes. Pour terminer, nombreux témoignages d'anciens déportés sont bien sûr poignants par les horreurs qu'ils ont traversées, mais pour ceux qui ont eu la chance de les rencontrer, de les écouter, nombreux sont aussi les souvenirs d'échanges de recettes, d'un ami qui veille sur son voisin, la solidarité, un humour bien à eux. Votre grand-père ou l'un de ses camarades vous a-t-il raconté un souvenir qui résonne aujourd'hui encore plus? J'ai un souvenir concernant Louis Garnier, qui était déporté à Dora, donc décédé l'année dernière. Et en fait, c'était en marge d'un voyage en Thuringe, hein, la région de Dora. Et avec mon père, lors de ce voyage, enfin, il était avec nous, Louis était avec nous, on rentrait à l'hôtel, enfin peu importe. Et quand on est passé au-dessus d'une rivière, Louis a voulu nous montrer en fait un coin où il aimait venir pêcher. On était tout près du camp de Dora. En fait, il a découvert cette région, voilà, lors des multiples voyages mémoriels qu'il a réalisés. Et je trouvais ça dingue que si près de Dora, de l'horreur qu'il avait vécue, qu'il aimait venir pêcher. En fait, ouais, la vie, les plaisirs de la vie semblaient plus forts que tout. Et il n'avait pas la haine de ce lieu, il l'avait plus du moins. Voilà, la vie avait repris le dessus et un peu dans la même idée. En fait, mon grand-père s'est assez vite tourné vers l'Allemagne, apprenant l'allemand notamment. Moi, quand j'étais enfant, alors je ne savais pas exactement, hein, je ne connaissais pas exactement l'histoire de mon grand-père, c'est seulement à la toute fin des années 90 qu'il a fait cette démarche de nous transmettre ses carnets et puis d'organiser ses voyages, de se rapprocher d'une amicale, et enfin voilà, d'inviter ses enfants et petits-enfants à participer à ces voyages. Donc quand j'étais enfant, par contre, je savais qu'il avait été déporté et, et qu'il avait combattu les Allemands et qu'il avait souffert en Allemagne. Et pourtant, qu'il veuille apprendre l'allemand, moi, c'était une chose qui m'a marqué. Voilà, j'étais tout gamin et c'était voilà le pardon comme ça me semblait extraordinaire. D'ailleurs, il termine ses écrits euh, réalisés en septembre 45, hein, donc juste quelques mois après son retour de l'enfer, par les mots suivants. À peu près, c'était peu importe ce qu'en disent les autres, il faut pardonner. Et ouais, aller vers les autres, pardonner la bêtise, pardonner l'égoïsme, pardonner ce qui provoque le repli sur soi qu'on peut malheureusement constater au cours de ce confinement, et aller vers eux d'une manière ou d'une autre. Un sourire peut parfois faire beaucoup, hein. Je suis surpris voilà, de voir que les gens au sein d'une même résidence parfois ne se saluent même pas. Donc ouais,
surtout après ce confinement. Voilà, je pense que c'est bien de penser à ça et pour vivre ensemble, hein, c'est le but. C'est le but.